imaginez le bruit. Pas un bruit ordinaire, un rugissement sourd et continu, comme si la terre elle-même était en train de se déchirer. Des flammes de 40 mètres de haut jaillissant dans le ciel de Pennsylvanie, visibles à des kilomètres à la ronde, nuit après nuit, pendant des décennies. 30 000 hommes entrant et sortant chaque jour par les mêmes portes de fer, les visages noircis par la suie, les mains brûlées par l'acier en fusion, le corps épuisé mais la tête haute, parce qu'ils savaient qu'ils construisaient quelque chose d'immense. Quelque chose qui durerait pour toujours. C'est ce qu'ils croyaient. L'acier de Bethléem a porté l'Amérique sur ses épaules. Les poutrelles qui soutiennent l'Empire State Building, les câbles du pont George Washington, les coques des cuirassés qui ont traversé l'Atlantique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela est sorti de ces fourneaux. Pas d'une usine abstraite, pas d'une ligne de production anonyme, mais de ces mains précises, de ces corps précis, de ces hommes précis qui vivaient à quelques rues de là, qui mangeaient, aimaient et mouraient dans l'ombre des hauts fourneaux. Une ville entière construite autour d'un seul feu. Il y avait des dynasties ici. Des pères qui transmettèrent leur poste à leurs fils, comme d'autres transmettent que des terres ou des titres. Des immigrés venus de Slovaquie, de Pologne, d'Ukraine, du sud des États-Unis, qui n'avaient rien apporté avec eux sinon leurs bras et leur volonté, et qui ont trouvé dans la chaleur de l'acier quelque chose qui ressemblait à une promesse. Une promesse que l'Amérique leur avait faite. Que le travail suffirait. Que le sacrifice serait récompensé. Que le feu ne s'éteindrait jamais. Et puis, un jour, les fourneaux se sont tus. Pas en un instant dramatique, pas dans une explosion ou une catastrophe, mais lentement, silencieusement, comme une respiration qui s'arrête dans le sommeil. Les machines se sont figées. Les portes de fer se sont fermées. 30 000 existences suspendues dans le vide d'une ville qui ne savait plus qui elle était sans la fumée, sans le bruit, sans le feu. Ce qui avait mis un siècle à bâtir s'est effondré en quelques années. Et personne, ou presque, n'a crié assez fort pour que le monde l'entende. Ce que vous allez découvrir n'est pas seulement l'histoire d'une usine. C'est l'histoire d'une civilisation parallèle, oubliée au cœur de l'Amérique prospère. C'est l'histoire de ce que nous faisons aux hommes quand nous n'avons plus besoin d'eux. C'est l'histoire de ce que nous choisissons de démolir, de ce que nous choisissons de préserver et de ce que nous laissons rouiller en silence parce que la vérité qu'il incarne est trop lourde à regarder en face. Les hauts fourneaux de Bethléem sont encore debout, comme des témoins, comme un avertissement. Il y a des endroits sur cette terre qui semblent avoir été construits par des forces plus grandes que l'homme. Des endroits où l'échelle humaine disparaît, où les chiffres cessent d'avoir un sens ordinaire, où l'on comprend que quelque chose d'exceptionnel s'est produit ici, quelque chose qui ne se reproduira peut-être jamais. Bethléem, en Pennsylvanie, était l'un de ces endroits. Pas une ville ordinaire, pas une usine ordinaire, mais une fusion des deux. Une civilisation entière organisée autour d'un seul but, une seule mission, une seule matière, l'acier. Pendant plus d'un siècle, cette ville a brûlé sans interruption et sa lumière était visible depuis des kilomètres à la ronde. Pour comprendre ce qu'était Bethlehem Steel à son apogée, il faut d'abord comprendre les dimensions, pas en chiffres abstraits, mais en images concrètes. Le site industriel s'étendait sur plus de 900 hectares le long de la rivière Lehigh. Une surface si vaste qu'il fallait des navettes internes pour se déplacer d'un bout à l'autre. Les hauts fourneaux culminaient à plus de 50 mètres de hauteur, comme des cathédrales de métal rouillé dédiées à un dieu industriel. À certaines heures de la nuit, quand les coulées d'acier en fusion jaillissaient dans les moules, la lumière orange illuminait le ciel de Pennsylvanie comme une aurore artificielle, et les habitants des villes voisines pouvaient en lire leur journal dehors sans lampe. Ici, la nuit n'existait pas vraiment. 30 000 travailleurs. Arrêtez-vous sur ce nombre. 30 000 êtres humains. Chaque jour, franchissant les mêmes portails de fer, enfilant les mêmes vêtements ignifugés,
prenant leur poste dans un ballet parfaitement chorégraphié que personne n'avait jamais écrit, mais que tout le monde connaissait. 30 000 familles dont le rythme de vie était dicté par les sirènes de l'usine. 30 000 destins liés à la santé d'un seul organisme industriel, aussi complexe et fragile qu'un être vivant. Dans les années 40 et 50 du siècle dernier, Bethlehem Steel était la deuxième plus grande entreprise sidérurgique du monde, derrière seulement United States Steel. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était peut-être l'usine la plus importante de la planète. Mais d'où venait tout cela ? L'histoire commence bien avant les gratte-ciel et les navires de guerre. En 1860, un groupe d'industriels pennsylvaniens fonde la Bethlehem Iron Company sur les rives de la Lehigh, attirés par la proximité des mines de charbon et de minerais de fer des Appalaches. Les premiers rails de chemin de fer sortent des forges quelques années plus tard, alimentant la fièvre de construction qui traverse l'Amérique d'est en ouest. Puis vient l'acier structurel, les poutres en nid, les profilés laminés qui permettront bientôt à des architectes ambitieux de rêver de bâtiments qui touchent les nuages. Ce n'était pas encore la gloire, c'était la fondation. Le vrai feu viendrait plus tard. La transformation décisive arrive avec un homme. Robert Herford Sayre d'abord, puis les ingénieurs qui l'ont suivi. Et surtout, la vision industrielle qui a compris avant tout le monde que l'Amérique avait faim d'acier. Faim d'une faim insatiable, structurelle, existentielle. Chaque ville qui voulait grandir avait besoin de poutres. Chaque pont qui voulait franchir un fleuve avait besoin de câbles et de structures métalliques. Chaque navire qui voulait traverser un océan avait besoin d'une coque robuste. Et Bethlehem Steel était là, toujours là, capable de produire ce que l'Amérique demandait dans des délais et des volumes que personne d'autre ne pouvait égaler. L'usine ne fabriquait pas que de l'acier. Elle fabriquait de la possibilité. Il faut imaginer ce que représentait travailler ici pour un homme du début du XXe siècle. Pas les conditions, nous y reviendrons, et elles étaient souvent terribles. Mais le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, de contribuer à une œuvre visible, tangible, permanente. Les ouvriers de Bethlehem Steel savaient que les poutrelles qu'ils coulaient un mardi matin se retrouveraient quelques mois plus tard à soutenir un immeuble à Manhattan ou à former la coque d'un destroyer dans le Pacifique. Il y avait une fierté dans ce travail qui transcendait le salaire, qui survivait à l'épuisement, qui cimentait une identité collective aussi solide que l'acier lui-même. On était de Bethléem. Cela voulait dire quelque chose. La ville elle-même s'était construite en miroir de l'usine. Les rues résidentielles s'étendaient en cercles concentriques autour du site industriel, comme si l'usine était le soleil et les maisons ouvrières ses planètes. Il y avait des quartiers entiers, habités exclusivement par des Slovaques, d'autres par des Polonais, d'autres encore par des familles afro-américaines venues du Sud pendant la Grande Migration. Chaque communauté avait ses églises, ses commerces, ses associations fraternelles, mais toutes gravitaient autour du même centre de gravité, les fourneaux. Les épiceries ouvraient et fermaient selon les shifts. Les bars faisaient pas leur plein à la sortie des équipes de nuit. Les hôpitaux traitaient les brûlures et les fractures des accidents industriels avec une routine qui disait tout sur la normalisation du danger. Bethléem n'était pas une ville qui avait une usine. C'était une usine qui avait une ville. Et pourtant, même dans cette organisation totale, même dans cette fusion de l'humain et de l'industriel, il y avait quelque chose d'authentiquement vivant. Les récits des anciens ouvriers parlent de camaraderie forgée dans la chaleur, de plaisanteries criées par-dessus le rugissement des machines, de repas partagés dans la cour en été, de solidarité silencieuse face aux dangers quotidiens. Quand un accident se produisait, et il se produisait trop souvent, trop violemment, c'était toute la communauté qui se pliait autour de la famille le touchée. Quand un homme perdait sa vie dans les fourneaux, ses collègues portèrent son cercueil. Pas parce qu'on leur demandait, parce que c'était évident. Parce que quelque chose d'aussi puissant que ce feu commun créait des liens que les mots ne suffisent pas à décrire. Voilà ce qu'était la ville de feu dans ses heures de gloire. Une machine humaine d'une complexité vertigineuse, fonctionnant 24 heures sur 24, 365 jours par an, produisant l'ossature d'une civilisation entière. Et au centre de tout cela, pas une abstraction économique, pas un tableau de bord financier, mais des hommes avec des noms
des familles, des douleurs et des rêves, des hommes qui croyaient profondément, sincèrement, que ce feu ne s'éteindrait jamais. Garde cette image, parce que ce qui vient ensuite changera la façon dont tu regardes tout ce que l'Amérique a construit et tout ce qu'elle a choisi de laisser mourir. Avant de parler de l'acier, il faut parler des mains qu'il fabriquait, pas les machines, pas les brevets, pas les bilans comptables, les mains. Des mains calleuses, brûlées, abîmées par des années de contact avec des températures que le corps humain n'est pas conçu pour supporter. Des mains qui portaient les cicatrices invisibles d'une vie entière, passées à quelques mètres de l'acier en fusion, à manier des outils pesant plusieurs dizaines de kilos, à travailler dans une chaleur si intense que les hommes perdaient plusieurs litres d'eau par shift et devaient la boire en permanence pour ne pas s'effondrer. Ces mains appartenaient à des hommes ordinaires venus de partout dans le monde, attirés par une promesse simple et brutale. Du travail, un salaire, un avenir possible. C'était suffisant pour traverser un océan. La grande vague d'immigration qui a alimenté Bethlehem Steel entre les années 1008, 180 et 1930 est l'une des histoires les moins racontées de l'Amérique industrielle. Des hommes venus de Slovaquie, de Pologne, de Hongrie, d'Ukraine, d'Italie du Sud, de Grèce, des régions pauvres, rurales, souvent politiquement opprimées, débarquaient à Ellis Island, avec quelques affaires dans un sac et le nom d'un cousin ou d'un compatriote qui travaillait déjà dans les aciéries de Pennsylvanie. Ils ne parlaient pas anglais, ils ne connaissaient pas les villes américaines, mais ils savaient travailler, et Bethlehem Steel avait besoin de corps. Le recrutement était agressif, organisé, presque industriel lui-même. Des agents parcouraient les ports d'arrivée pour orienter les nouveaux immigrants directement vers les usines, leur promettant un logement, un emploi et l'appartenance à quelque chose de grand. Ce que ces agents ne mentionnaient pas, c'est ce que ce travail allait leur coûter. Les conditions à l'intérieur des fourneaux au début du XXe siècle dépassaient ce que la plupart des gens aujourd'hui sont capables d'imaginer. Les journées de travail duraient 12 heures, 7 jours sur 7, avec un seul jour de congé par an, le jour de la fête nationale. 2 fois par an, quand les équipes de nuit et de jour échangeaient leurs horaires, les ouvriers travaillaient 24 heures d'affilée sans interruption. On appelait cela le grand tour, et les hommes qui le survivaient sans accident étaient considérés comme robustes. La chaleur à proximité des fours dépassait régulièrement les 50 degrés Celsius. Les équipements de protection étaient rudimentaires ou inexistants. Les accidents, brûlures, écrasements, chutes, intoxication au gaz, étaient si fréquents qu'ils faisaient bonne partie du calcul ordinaire de la journée de travail. Chaque homme qui entrait dans l'usine savait, sans qu'on le lui dise explicitement, qu'il pouvait ne pas en ressortir. Et pourtant, il revenait. Chaque matin, chaque soir, chaque nuit. Pourquoi ? La réponse est à la fois économique et profondément humaine. Économique, parce que le salaire de Bethlehem Steel, même pour les postes les plus dangereux, représentait souvent 2 ou 3 fois ce qu'un immigrant pouvait espérer gagner dans son pays d'origine ou dans d'autres secteurs de l'économie américaine. Pour un homme qui avait connu la faim en Slovaquie ou la misère en Galicie, recevoir un salaire régulier, même modeste, représentait une forme de richesse inimaginable quelques années auparavant. Mais au-delà du calcul économique, il y avait quelque chose d'autre, un sens de la dignité, étrange et paradoxal, que ces hommes trouvaient dans la dureté même de leur travail. Faire ce que d'autres ne pouvaient pas faire, résister là où d'autres s'effondreraient, porter l'acier de l'Amérique sur ses épaules et rester debout. Il faut aussi parler de ceux que l'histoire oublie encore plus facilement, les travailleurs afro-américains de Bethlehem Steel. Arrivés par vagues successives pendant la grande migration du début du siècle dernier, fuyant la violence et la ségrégation du sud des États-Unis, ces hommes ont trouvé à Bethléem non pas l'égalité, mais une forme différente d'inégalité. Ils étaient cantonnés aux postes les plus dangereux et les moins bien payés, les fours, les coulées, les travaux de manutention lourde. Les syndicats, qui auraient fort dû les protéger, les excluaient souvent de leur rang ou les marginalisaient au sein des structures de représentation. Les quartiers résidentiels étaient ségrégés de facto, même sans lois écrites. Et pourtant, ces hommes construisaient les mêmes poutrelles, coulaient le même acier,
mouraient des mêmes accidents que leurs collègues blancs. Leur contribution était identique, leur reconnaissance ne l'était pas. La vie en dehors de l'usine s'organisait autour des communautés ethniques avec une précision et une vitalité qui témoignent de la résilience humaine face à l'adversité. Les Slovaques avaient leurs églises catholiques, leurs associations fraternelles, leurs journaux en langue originale. Les Polonais avaient les leurs, les Ukrainiens également. Ces communautés n'étaient pas repliées sur elles-mêmes par rejet de l'Amérique. Elles construisaient l'Amérique, littéralement, tous les jours. Mais elles avaient besoin de préserver quelque chose de leur identité originelle pour survivre à la violence douce de l'assimilation forcée. Les enfants apprenaient l'anglais à l'école et continuaient à parler slovaque ou polonais à la maison. Les recettes de cuisine traversèrent les générations comme des artefacts précieux. Les fêtes religieuses étaient célébrées avec une intensité qui compensait l'uniformisation imposée par l'usine. Dans la chaleur des fourneaux, tous les hommes étaient des numéros. Dans la chaleur de leur foyer, ils retrouvaient leur nom. Les syndicats ont mis du temps à s'imposer à Bethlehem Steel, et cette résistance a coûté cher aux travailleurs. La direction de l'usine, pendant des décennies, a utilisé toutes les méthodes disponibles pour empêcher l'organisation ouvrière. Espions infiltrés dans les équipes, licenciements immédiats des meneurs syndicaux, création de syndicats maison contrôlés par la direction, recrutement de travailleurs de remplacement pendant les grèves. Charles Schwab lui-même avait une philosophie claire sur la question. Les ouvriers devaient être loyaux à l'entreprise comme des membres d'une famille, et les familles n'avaient pas besoin d'avocats pour se parler. Cette rhétorique paternaliste cachait une réalité brutale. Tout pouvoir de négociation collective était perçu comme une menace existentielle. Ce n'est qu'en 1946, lors de la grande grève nationale de l'acier, que les travailleurs de Bethléem ont finalement arraché des conditions plus décentes, au prix de semaines d'arrêt de travail et d'une confrontation qui a failli faire imploser l'ensemble du secteur. Ce que ces hommes ont construit à Bethléem dépasse de loin la somme des tonnes d'acier produites. Ils ont construit une façon d'être au monde, une éthique du travail, une culture de la solidarité et de l'endurance qui a marqué plusieurs générations. Les fils prenaient la suite des pères. Les petits-fils suivaient les fils. On entrait chez Bethlehem Steel comme on entrait dans un ordre, avec des rites, des hiérarchies, une transmission de savoir qui ne s'apprenait dans aucun manuel. Et quand tout cela s'est arrêté, ce n'est pas seulement un emploi que ces hommes ont perdu. C'est une identité entière, construite sur des décennies, forgée dans le feu, qui s'est effondrée du jour au lendemain. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre qui tenait les rênes de tout cet empire. Et ce qu'il en a fait. Il existe des hommes qui semblent avoir été fabriqués par leur époque autant qu'ils la fabriquent. Des hommes dont la trajectoire personnelle épouse si parfaitement les contours de leur temps qu'il devient impossible de distinguer ce qui relève du génie individuel et ce qui relève de la chance historique. Charles Michael Schwab était l'un de ces hommes. Né en 1862 dans une famille d'immigrants irlandais et allemands de Pennsylvanie, sans fortune héritée ni relations influentes, il a commencé sa carrière à 19 ans comme simple ouvrier dans une aciérie d'Andrew Carnegie, à $1 par jour. 30 ans plus tard, il était l'homme le plus puissant de l'industrie sidérurgique mondiale. Son ascension est l'une des plus spectaculaires de l'ère industrielle américaine, et l'une des plus ambiguës. Ce qui distinguait Schwab de ses contemporains n'était pas une intelligence technique supérieure, même s'il comprenait l'acier mieux que la plupart. C'était quelque chose de plus insaisissable. Un don extraordinaire pour séduire, convaincre et inspirer. Carnegie lui-même, pourtant avare de compliments, disait que Schwab pouvait vendre de la glace à un Esquimau et de la chaleur au soleil. Dans les dîners d'affaires, dans les salles de conseil, dans les usines où il descendait régulièrement serrer des mains et poser des questions aux ouvriers. Schwab irradiait une énergie communicative qui faisait croire aux gens qu'ils étaient importants, que leur travail comptait, que l'avenir serait radieux. C'était un talent redoutable dans un monde où les décisions industrielles se prenaient souvent autour d'une table de banquet plutôt que sur les chiffres d'un bilan. Et Schwab savait utiliser ce talent avec une précision chirurgicale. Son moment de gloire absolue est arrivé en décembre 1900, lors d'un dîner organisé à New York
en l'honneur des grands financiers et industriels de l'époque. Schwab, alors président de Carnegie Steel, a prononcé un discours de 2 heures sans notes qui a littéralement changé le cours de l'histoire industrielle américaine. Devant une salle qui comprenait Morgan, le banquier le plus puissant du monde à cette époque, Schwab a brossé la vision d'une sidérurgie américaine unifiée, rationalisée, capable de dominer les marchés mondiaux pour des générations. Morgan, fasciné, l'a abordé après le dîner et lui a posé une seule question. Cela était-il réalisable ? Schwab a répondu que oui. Quelques semaines plus tard, United States Steel Corporation était fondée, avec une capitalisation de 1,4 milliard de dollars. La première entreprise de l'histoire a dépassé le milliard de dollars. Schwab en était le premier président. Mais l'histoire de Schwab et de Bethlehem Steel commence précisément là où son triomphe à US Steel prend fin. En 1903, après seulement 2 ans à la tête du géant qu'il avait contribué à créer, Schwab démissionne dans des circonstances encore partiellement obscures. Les versions officielles parlent de désaccords stratégiques avec le conseil d'administration. Les versions moins officielles évoquent un voyage à Monte-Carlo, des parties de jeu qui ont fait scandale, une réputation entachée dans les cercles puritains de la haute finance new-yorkaise. Ce qui est certain, c'est que Schwab repart de zéro. Enfin, pas tout à fait de zéro, car il a entre-temps acquis discrètement le contrôle de Bethlehem Steel, alors entreprise de taille modeste, pour une somme qui représentait une fraction de ce qu'il avait aidé Morgan à investir dans US Steel. Et c'est ici que commence la transformation la plus extraordinaire de sa carrière. Sous la direction de Schwab, Bethlehem Steel se métamorphose en une décennie. Il investit massivement dans les équipements, rachète des mines de minerais et de charbon pour contrôler la chaîne de production de bout en bout et, décision qui s'avérera cruciale, licence une technologie révolutionnaire de laminage de poutrelles en H développée par un ingénieur luxembourgeois nommé Henry Gray. Ces poutrelles, plus solides et moins coûteuses à produire que ce qui existait auparavant, vont devenir l'épine dorsale de la construction verticale américaine. Sans les poutrelles Bethlehem, les gratte-ciel de Manhattan tels que nous les connaissons n'auraient pas été possibles. Schwab avait compris avant tout le monde que l'Amérique allait construire vers le haut, et il s'était positionné pour être l'unique fournisseur de ce rêve architectural. Ce n'était pas de la chance, c'était de la vision. La vie personnelle de Schwab était à l'image de ses ambitions industrielles, démesurées, spectaculaires et profondément contradictoires. Il fit construire à New York une résidence de 75 pièces qu'il appela Riverside, une sorte de château normand planté sur les hauteurs de Manhattan, avec une chapelle privée, une salle de bal, une piscine intérieure et une équipe de domestiques qui dépassait en nombre les équipes dirigeantes de certaines petites entreprises. Il possédait des propriétés en France, en Angleterre, en Pennsylvanie. Il recevait des rois, des présidents, des artistes. Et pendant ce temps, les ouvriers de son usine travaillaient 12 heures par jour, 7 jours sur 7, dans des conditions que même les standards de l'époque jugeaient excessives. Schwab parlait de ses employés comme d'une famille, mais aucun père raisonnable ne traite ses enfants de cette façon. Cette contradiction entre le discours paternaliste de Schwab et la réalité des conditions de travail dans ses usines est le nœud moral de toute son histoire. Il n'était pas un monstre au sens traditionnel du terme. Les témoignages de ceux qui l'ont connu personnellement le décrivent comme chaleureux, généreux dans les relations individuelles, sincèrement attaché à l'idée que le travail était une valeur noble. Mais il était aussi un homme de son époque, formé dans une culture industrielle qui considérait le corps ouvrier comme une ressource à optimiser plutôt qu'une vie à respecter. Quand les syndicats demandaient des journées de 8 heures, Schwab répondait que cela détruirait la compétitivité américaine. Quand des accidents mortels se produisaient, l'entreprise versait une indemnité et recrutait un remplaçant. La machine devait tourner, c'était la loi de l'acier. À la fin de sa vie, Schwab a connu ce que l'on pourrait appeler une ironie historique parfaite. L'homme qui avait construit un empire d'1 milliard de dollars, qui avait financé des châteaux et des voyageurs en Europe, qui avait dîné avec des rois et dicté sa loi aux marchés financiers mondiaux, est mort en 1939 pratiquement ruiné, ses biens personnels liquidés pour rembourser des dettes accumulées pendant la Grande Dépression. Riverside, le château de Manhattan, fut démoli peu après sa mort,
jugé trop coûteux à entretenir. Il ne restait rien de la magnificence affichée, rien de l'empire personnel, seulement l'usine qui continuait à tourner, portée par les mains de ces 30 000 hommes dont il n'avait jamais vraiment compris qu'ils étaient l'empire véritable. Et cette usine, elle, avait encore des décennies devant elle. Pour le meilleur d'abord, puis pour le pire. Il existe une question que les historiens militaires posent rarement, parce que la réponse est trop inconfortable pour les récits héroïques que les nations aiment construire sur leur victoire. Qui a vraiment gagné les 2 guerres mondiales ? Les généraux, bien sûr. Les soldats ? Sans aucun doute. Les stratèges, les diplomates, les résistants anonymes. Mais derrière tout cela, derrière les médailles et les discours de victoire, il y avait de l'acier. Des tonnes, des millions de tonnes d'acier transformées en coques de navires, en canons, en blindages, en structures de ponts, en rails de chemin de fer militaires. Et une part considérable de cet acier venait d'un seul endroit, les fourneaux de Bethléem, en Pennsylvanie. Sans cette usine, l'histoire du XXe siècle aurait peut-être pris un cours radicalement différent. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité industrielle que les livres d'histoire passent trop souvent sous silence. La relation entre Bethlehem Steel et la guerre commence bien avant 1914. Dès la fin du XIXe siècle, l'usine s'était spécialisée dans la production d'armements lourds, blindage de navires, canons de marine, tourelles de cuirassés, pour la marine américaine en pleine expansion. Quand les États-Unis ont décidé, à la fin du XIXe siècle, de se construire une flotte de guerre capable de rivaliser avec les puissances européennes, c'est Bethlehem Steel qui a fourni les plaques d'acier trempé capables de résister aux obus. La technologie nécessaire pour produire ces blindages était parmi les plus avancées de l'époque, et Bethlehem était l'une des rares usines au monde à la maîtriser. Cette spécialisation dans l'acier de guerre n'était pas un accident. C'était une stratégie délibérée de Schwab et de ses prédécesseurs, qui avaient compris que les gouvernements étaient les clients les plus solvables et les moins sensibles aux fluctuations du marché. La Première Guerre mondiale a représenté pour Bethlehem Steel une explosion de production sans précédent. Dès 1914, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, l'usine fournissait des munitions, des obus et des structures métalliques aux alliés européens, Grande-Bretagne, France, Russie. Les commandes affluaient à un rythme que les capacités existantes ne pouvaient pas absorber. Et Schwab lança un programme d'expansion massif qui doubla puis tripla la superficie de l'usine en quelques années. Des milliers de nouveaux ouvriers furent recrutés, des équipements commandés en urgence, des lignes de production reconverties du jour au lendemain. Quand les États-Unis entrèrent officiellement en guerre en avril 1917, Bethlehem fonctionnait déjà depuis 3 ans à plein régime pour alimenter le conflit. L'usine ne s'est pas adaptée à la guerre. Elle était déjà en guerre. Les chiffres de cette période donnent le vertige. Pendant la Première Guerre mondiale, Bethlehem Steel a produit plus de la moitié de l'acier de blindage utilisé par la marine américaine. Elle a fabriqué des millions d'obus d'artillerie pour les armées alliées. Elle a construit des dizaines de sous-marins et de destroyers dans ses chantiers navals associés. Les profits de l'entreprise ont été multipliés par 10 entre 1913 et 1917. Une croissance si spectaculaire qu'elle a provoqué des enquêtes parlementaires sur les bénéfices de guerre et alimenté un débat public intense sur la relation entre le capitalisme industriel et le sacrifice humain. Car pendant que Bethlehem Steel engrangeait des profits historiques, des centaines de milliers de soldats mouraient dans les tranchées avec des équipements fabriqués dans ces fourneaux. La question était dérangeante. Qui profitait vraiment de cette guerre ? Mais c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que Bethlehem Steel a atteint son apogée industriel et militaire. Entre 1940 et 1945, l'usine a produit une quantité d'acier militaire qui dépasse l'entendement ordinaire. Ces chantiers navals, car Bethlehem avait entre-temps acquis plusieurs grands chantiers sur les côtes est et ouest des États-Unis, ont construit plus d'1 millier de navires de guerre, dont des cuirassés, des porte-avions, des destroyers et des transports de troupes. Le chantier naval de Quincy, dans le Massachusetts, rattaché à Bethlehem, a mis à l'eau certains des plus grands navires de la flotte américaine, dont le croiseur lourd qui a transporté le président Roosevelt à la conférence de Yalta en février 1945. L'histoire était littéralement portée par de l'acier de Bethléem.
La vie à l'intérieur de l'usine pendant ces années de guerre est un chapitre à part entière de l'histoire sociale américaine. La mobilisation militaire avait créé une pénurie de main-d'œuvre masculine sans précédent. Et pour la première fois, des femmes ont été recrutées en nombre significatif dans les ateliers de production. Pas dans les rôles de bureau, dans les ateliers eux-mêmes, à manier les outils, à superviser les lignes de laminage, à effectuer des travaux de soudure et d'assemblage que la tradition industrielle avait jusqu'alors réservés aux hommes. Ces femmes, que la propagande officielle représentait sous les traits souriants de Rosie la riveteuse, vivaient une réalité beaucoup plus complexe. Des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues masculins pour un travail identique, des conditions tout aussi dangereuses, et la certitude implicite que leurs emplois ne survivraient pas à la fin du conflit. Elles avaient raison sur ce dernier point. Quand les soldats sont revenus, les femmes ont été priées de rentrer chez elles. L'acier redevenait une affaire d'hommes. Il y a une question que l'on doit poser ici, et elle est inconfortable. La prospérité de Bethlehem Steel reposait-elle sur la guerre ? La réponse honnête est, en grande partie, oui. Les deux conflits mondiaux ont représenté des périodes d'expansion extraordinaires pour l'entreprise, tandis que les années de paix relative, les années 20, puis la Grande Dépression, avaient été marquées par des difficultés et des contractions. Ce n'était pas une situation unique à Bethléem. C'était la logique structurelle de toute l'industrie lourde américaine de l'époque. Mais cela pose une question morale que les historiens de l'économie n'ont pas fini de débattre. Quand une entreprise, une ville, 30 000 familles dépendent de la production de matériel de guerre pour leur survie économique, ont-elles un intérêt objectif à ce que la paix dure ? La réponse évidente est non. Et cette réalité, aussi dérangeante soit-elle, fait partie intégrante de l'histoire de Bethléem. Après 1945, avec la fin de la guerre et le retour progressif à une économie de temps de paix, Bethlehem Steel a tenté de maintenir son niveau de production en se recentrant sur les marchés civils. La reconstruction de l'Europe, le boom de la construction résidentielle américaine, les grands chantiers d'infrastructures de l'après-guerre. Pendant une décennie, cela a fonctionné. Les années 50 ont été des années de prospérité relative, de salaires en hausse, de conventions collectives négociées de haute lutte. Les 30 000 ouvriers vivaient mieux que jamais. Mais quelque chose avait changé dans l'équation mondiale, quelque chose que personne à Bethléem ne voulait voir. Ou peut-être que tout le monde voyait, sans vouloir l'admettre. L'Amérique n'était plus seule à savoir faire de l'acier. Et cette vérité allait tout changer. Les empires ne s'effondrent pas en un jour. C'est là une vérité que l'histoire répète inlassablement et que les hommes refusent inlassablement d'entendre. Les empires s'effondrent lentement, par couches successives, chaque fissure ignorée rendant la suivante un peu plus profonde, jusqu'au moment où la structure entière n'est plus qu'une façade maintenue par l'habitude et la peur d'admettre la réalité. Bethlehem Steel n'a pas fait exception à cette loi. Son déclin a commencé bien avant que les fourneaux ne s'éteignent, bien avant les premières vagues de licenciements, bien avant que le mot faillite ne soit prononcé dans les salles de conseil. Il a commencé au moment précis où les dirigeants de l'entreprise ont choisi, consciemment ou non, de regarder ailleurs plutôt que de voir ce qui venait. Ce qui venait, c'était le monde. Un monde reconfiguré par la Deuxième Guerre mondiale d'une façon que personne à Bethléem ne voulait pleinement mesurer. Le Japon, nation dévastée, en 1945, avait reconstruit son industrie sidérurgique à partir de zéro, avec des technologies de pointe, des fours à oxygène basiques plus efficaces et moins coûteux que les vieux convertisseurs américains, et une main-d'œuvre disciplinée travaillant pour des salaires très inférieurs à ceux en vigueur en Pennsylvanie. L'Allemagne de l'Ouest avait fait de même. La Corée du Sud, dans les années 70, allait suivre avec une vitesse qui laisserait les industriels américains bouche bée. L'acier que Bethléem produisait à un coût élevé, avec des équipements vieillissants et une structure salariale construite sur des décennies de négociations syndicales, ces nations le produisaient désormais moins cher, plus vite et souvent avec une qualité comparable. Le marché ne pardonne pas ce genre d'équation. Mais la concurrence étrangère seule n'explique pas tout. Il faut parler des choix internes, des décisions prises ou non prises par les hommes qui dirigeaient Bethlehem Steel pendant ces années cruciales. Alors que les aciéries japonaises et européennes
investissait massivement dans les nouvelles technologies de production, notamment les fours à oxygène et les coulées continues qui réduisaient considérablement les coûts et les délais, Bethléem continuait à fonctionner avec des équipements dont certains dataient des années 20 et 30. Les profits courts des années 50 et du début des années 60, au lieu d'être réinvestis dans la modernisation industrielle, avaient été distribués en dividendes généreux aux actionnaires et utilisés pour maintenir le train de vie d'une direction qui se comportait comme si la prospérité était un état permanent plutôt qu'une fenêtre d'opportunité. C'était une erreur stratégique colossale, et elle allait se payer au prix fort. La grève de 1959 est un moment charnière que l'histoire économique américaine n'a pas suffisamment retenu. Pendant 116 jours, près de 4 mois, les aciéries américaines, dont Bethléem, ont été paralysées par le plus long conflit social de l'industrie sidérurgique nationale. Les syndicats réclamaient de meilleures protections de l'emploi et des augmentations de salaire. La direction refusait, arguant que les coûts de production étaient déjà trop élevés face à la concurrence internationale naissante. Les deux parties avaient partiellement raison, ce qui rendait la situation encore plus inextricable. Mais pendant ces 116 jours d'arrêt, quelque chose d'irréversible s'était produit. Les clients américains, qui avaient besoin d'acier, s'étaient tournés vers des fournisseurs étrangers pour la première fois de manière significative. Et beaucoup ne sont jamais revenus. Les années 60 ont représenté une sorte de répit trompeur. La production restait élevée, les effectifs se maintenaient, la ville de Bethléem fonctionnait encore selon ses vieux rythmes. Mais sous la surface, les indicateurs économiques envoyaient des signaux que seuls ceux qui voulaient les voir pouvaient lire. La part de marché de l'acier américain dans la consommation nationale commençait à décliner. Les grandes entreprises automobiles, qui avaient longtemps été parmi les meilleurs clients de Bethléem, commençaient à s'approvisionner partiellement à l'étranger. Les projets d'infrastructures publiques, autrefois garantis aux producteurs nationaux par des clauses protectionnistes informelles, s'ouvraient progressivement à la concurrence internationale. Le monde changeait et Bethléem Steel regardait ce changement comme un spectateur convaincu que le spectacle finirait bientôt et que tout redeviendrait comme avant. Le choc brutal arrive dans les années 70, avec la crise pétrolière et le ralentissement économique mondial qui s'ensuit. Pour une industrie énergivore comme la sidérurgie, la multiplication par 4 du prix de l'énergie entre 1973 et 1975 représente un séisme sans précédent. Les coûts de production s'envolent au moment même où la demande mondiale se contracte et où la concurrence des producteurs à bas coût s'intensifie. Bethléem Steel, comme l'ensemble de la sidérurgie américaine, se retrouve prise en étau entre des coûts fixes colossaux hérités de décennies d'expansion et des revenus en chute libre. Les premières fermetures partielles commencent. Les premiers licenciements massifs suivent. Et pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, le mot impensable commence à circuler dans les couloirs de la direction. Restructuration. Ce que ce mot signifiait concrètement pour les 30 000 familles de Bethléem, c'est quelque chose que les rapports annuels et les communiqués de presse ne capturent pas. Un homme de 50 ans, 3e génération à travailler dans les fourneaux, qui reçoit une lettre de licenciement après 30 ans de loyaux services. Une famille dont l'identité entière était construite autour de l'appartenance à l'usine, qui se retrouve soudainement sans ancrage, sans perspective, dans une ville qui ne sait pas faire autre chose. Des quartiers entiers qui se vident progressivement, des commerces qui ferment un à un, des maisons dont la valeur s'effondre parce que personne ne veut vivre dans une ville dont le moteur économique est en train de mourir. La rouille, ce phénomène que les Américains ont fini par appeler la Rust Belt, la ceinture de rouille, n'était pas une métaphore. C'était une réalité physique, visible, que l'on pouvait toucher sur les façades des immeubles et sentir dans l'air d'une ville qui se défaisait. Le dernier haut fourneau de Bethléem Steel s'est éteint en novembre 1995. Pas dans une explosion, pas dans une catastrophe dramatique, dans le silence. Les techniciens ont suivi les procédures d'arrêt, les vannes ont été fermées, les températures ont lentement chuté et le feu qui avait brûlé sans interruption pendant des décennies s'est simplement arrêté. Les ouvriers présents ce jour-là racontent qu'il y avait quelque chose d'insupportable dans ce silence soudain, dans cette absence du rugissement qui avait été la bande sonore de toute leur vie. Certains pleuraient. D'autres regardaient fixement les fourneaux qui refroidissaient.
incapables de croire que c'était vraiment fini. Quelques-uns sont restés longtemps après la fin de leur shift, comme s'ils espéraient que quelqu'un allait rallumer le feu. Personne ne l'a fait. Et la question qui flottait dans cette terre refroidie, qui a laissé faire cela et pourquoi, n'avait pas de réponse simple. Elle en avait trop. Il y a quelque chose de profondément étrange dans le fait de visiter un lieu qui fut autrefois le centre du monde et qui n'est plus rien. Pas rien au sens du vide, mais rien au sens de l'absence, cette présence particulière de ce qui n'est plus là et qui pèse pourtant dans l'air comme une dette non soldée. Les hauts fourneaux de Bethléem sont encore debout aujourd'hui. 5 structures de métal rouillé qui s'élèvent à plus de 50 mètres au-dessus de la vallée de la Lehi, visibles depuis l'autoroute. Impossible à ignorer, impossible à oublier une fois qu'on les a vus. Ils ne produisent plus rien, ils ne brûlent plus rien. Mais ils se dressent là, comme des points d'interrogation géants adressés à une Amérique qui n'a pas encore trouvé comment répondre à ce qu'ils représentent. Après la fermeture définitive de l'usine et la faillite de Bethlehem Steel déclarée en octobre 2001, la question de ce que l'on allait faire du site a cristallisé des débats qui dépassaient largement le cadre de l'urbanisme local. Démolir les hauts fourneaux aurait été la solution la plus simple et la moins coûteuse. D'autres villes de la Rust Belt avaient choisi cette voie, rasant les vestiges industriels pour laisser la place à des parkings, des centres commerciaux ou simplement du terrain vague. Bethléem a choisi autrement. Pas par nostalgie sentimentale, mais parce qu'une poignée de personnes ont compris que ces structures représentèrent quelque chose qui ne pouvait pas se reconstruire une fois détruit. Elles représentèrent la preuve physique, irréfutable, que quelque chose d'extraordinaire s'était passé ici. Les garder debout était un acte de mémoire, ou peut-être un acte d'honnêteté. Aujourd'hui, le site abrite le Steel Stacks, un complexe culturel construit dans l'ombre littérale des anciens fourneaux. Des scènes de concerts en plein air, des galeries d'art, des espaces événementiels, un musée dédié à l'histoire de l'industrie sidérurgique américaine. Des milliers de personnes viennent chaque année écouter de la musique devant des structures qui coulaient autrefois de l'acier en fusion. Il y a quelque chose de beau dans cette reconversion, quelque chose de résilient dans la capacité humaine à transformer la ruine en lieu de vie. Mais il y a aussi quelque chose de légèrement inquiétant dans la facilité avec laquelle on peut transformer 30 000 destins brisés en décor de festival estival. La mémoire, quand elle devient patrimoine touristique, court toujours le risque de se vider de sa substance. Car les hommes qui travaillaient ici ne sont pas devenus des attractions touristiques. Beaucoup sont morts depuis, emportant avec eux des savoirs, des récits, des colères que personne n'a pris le temps de recueillir suffisamment tôt. Ceux qui sont encore vivants, les retraités dont la pension a été amputée lors de la faillite de 2001, les quinquagénaires qui ont perdu leur emploi trop tard pour se recycler facilement et trop tôt pour prendre leur retraite, portent une blessure qui n'apparaît dans aucun rapport économique. La faillite de Bethlehem Steel a entraîné la réduction des retraites de plus de 70 000 anciens employés et ayants droit, dont les fonds de pension étaient insuffisamment provisionnés après des années de mauvaise gestion et de décisions comptables contestables. Ces hommes et ces femmes avaient alors travaillé toute leur vie en croyant qu'un contrat implicite existait entre eux et l'entreprise. Ce contrat a été rompu unilatéralement, sans procès, sans recours véritable, dans les arcanes d'une procédure de faillite que leurs avocats n'avaient pas les moyens d'égaler. La ville de Bethléem elle-même a survécu, ce qui n'était pas gagné d'avance. Elle a survécu en se réinventant partiellement, en attirant des universités, des entreprises technologiques, des institutions culturelles, en misant sur son patrimoine historique et son architecture préservée. Le casino qui a ouvert ses portes sur une partie du site de l'ancienne usine en 2009 a été controversé, mais il a généré des emplois et des recettes fiscales dont la ville avait désespérément besoin. Bethléem n'est pas détruite, elle n'a pas été abandonnée, elle n'est pas tombée dans la désolation totale que certaines villes de la Rust Belt ont connue, mais elle n'est plus ce qu'elle était. Et cette différence entre ce qu'elle est et ce qu'elle fut est une béance que les centres commerciaux et les festivals de musique ne comblent pas vraiment. Il faut poser ici une question plus large, parce que l'histoire de Bethlehem Steel n'est pas une anomalie, c'est un miroir. Ce qui s'est passé ici s'est passé à Pittsburgh, à Youngstown,
à Gary dans l'Indiana, à Cleveland, à des dizaines d'autres villes américaines dont l'identité était construite autour d'une industrie lourde qui a disparu en quelques décennies. Des millions de travailleurs, des générations entières de familles, des cultures locales spécifiques et irremplaçables, tout cela a été balayé par une combinaison de mondialisation, de mauvaises décisions managériales, d'abandon politique et de logique financière à court terme. Et la question que cette histoire pose à l'Amérique, et pas seulement à l'Amérique, est celle-ci. Que doit une société à ceux qui ont construit sa prospérité? Que doit-on aux mains qui ont forgé les poutres de ces gratte-ciel et les coques de ces navires de guerre? Les hauts fourneaux rouillent doucement sous la pluie de Pennsylvanie. Les touristes les photographient, les artistes les utilisent comme décors, les cinéastes les louent pour leurs films de fiction post-apocalyptique. Et il y a une ironie amère dans ce dernier usage, parce que pour les familles qui ont vécu ici, l'apocalypse n'est pas une métaphore cinématographique, c'est quelque chose qui s'est passé entre les années 70 et le début du siècle, lentement, inexorablement, pendant que le reste de l'Amérique regardait ailleurs ou choisissait de ne pas voir. Les ruines de Bethlehem Steel sont belles, d'une beauté industrielle particulière qui frappe immédiatement quiconque les contemple. Mais leur beauté ne doit pas nous faire oublier ce qu'elle signifie. Le monument a une promesse faite et non tenue. Et peut-être est-ce là le véritable héritage de Bethlehem Steel, plus important que les poutrelles de l'Empire State Building ou les coques des destroyers de la Deuxième Guerre mondiale. Cet héritage, c'est la question qu'elle laisse ouverte, irrésolue, suspendue au-dessus de la vallée de la Lehigh, comme la fumée qui n'est plus là. Qu'est-ce que nous devons aux hommes et aux femmes qui construisent le monde? Qu'est-ce qui se perd quand on laisse mourir non seulement une industrie, mais une façon d'être ensemble, une culture du travail, une identité collective forgée dans des conditions que nous n'oserions plus accepter aujourd'hui? Les fourneaux sont froids. Le feu ne reviendra pas. Mais les questions qu'il a laissées derrière lui brûlent encore. Et elles méritent des réponses que nous n'avons pas encore eu le courage de formuler vraiment.